Donc bonjour à tous, à nouveau. Si vous ne nous entendez pas, indiquez-le sur le chat. Euh, voilà. Donc on va vous parler un petit peu d'OpenShift Container Platform, qui est la plateforme de PaaS et de CaaS, donc de plateforme as a service ou de container as a service de Red Hat. Donc c'est une plateforme qui va vous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc moderniser la façon dont on délivre les applications. On va être capable de délivrer des applications et de les déployer et de les développer de façon standardisée et automatisée. Donc vous deviendrez plus agile. OpenShift est une plateforme, enfin OpenShift Container Platform est une solution qui vous permet d'héberger des applications traditionnelles comme du PHP, du Java, tous les services middleware de la famille des JBoss, ou d'aller vers des applications en microservices. L'énorme avantage, c'est que vous allez pouvoir intégrer vos méthodes classiques de dev, de test et de production, une série qui va couler et découler complètement naturellement. Et surtout, Red Hat OpenShift Container Platform est capable de fonctionner en mode 100% hybride. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la possibilité d'avoir OpenShift online, je reviendrai dessus, donc hébergé sur des data centers qui ne sont pas forcément chez vous, mais qui sont dans le cloud public, OpenShift Dedicated, donc des machines dédiées dans un cloud, ou OpenShift Container Platform, comme on dit, on-premise. Donc qu'est-ce que ça va vous offrir OpenShift? Ça va réconcilier ce qui est très à la mode en ce moment, les devs et les ops, c'est que je vais pouvoir d'un côté mettre à disposition de mes équipes de développement un portail self-service qui leur permettra d'avoir accès à de nombreux langages, tout ceci de façon automatique, en s'appuyant sur des outils collaboratifs. Et d'un autre côté, les ops vont utiliser des technologies standardisées, capables de passer à l'échelle, avec des technologies 100% open source, mais en offrant, comme on sait très bien le faire chez Red Hat, la possibilité de répondre aux besoins d'une entreprise, c'est-à-dire assurer une production, une fiabilité, de la haute disponibilité, tout ce qui est nécessaire dans une entreprise. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les trois déclinaisons d'OpenShift? Donc on va commencer à jeter un certain nombre de mots. On va avoir du container, donc on utilise le format Docker, mais Red Hat a choisi de s'appuyer pour l'orchestration sur le projet Kubernetes. Pourquoi? Parce que c'est l'un des projets, l'un des orchestrateurs à l'heure actuelle qui fonctionne le mieux. Et on va rajouter ensuite des briques comme Fabricate, Gluster, Atomic, Whitefly, et on va passer à l'échelle industrielle. Donc, quand on le réunit dans la communauté, on appelle ça OpenShift Origin, et ensuite, on va le décliner en trois offres. Donc, je vous parlais d'OpenShift Online. Donc, OpenShift Online, c'est la version qui est hébergée dans le cloud, à laquelle vous allez pouvoir accéder, mais qui sera opérée par les équipes Red Hat. Ensuite, vous allez avoir OpenShift Dedicated, donc vos serveurs dans le cloud, aussi surprenant que ça puisse paraître, donc un certain nombre de serveurs dans le cloud et qui vous seront dédiés, mais toujours vous bénéficierez de l'expertise des équipes Red Hat pour manager ces serveurs. Donc, vous n'utilisez que la plateforme PaaS. Et la dernière déclinaison d'OpenShift, c'est OpenShift Enterprise. Donc OpenShift Enterprise, c'est des systèmes hébergés dans vos data centers qui font tourner les services d'OpenShift. On reviendra par la suite, on va avoir des nœuds de compute et des maîtres. Tous ces nœuds fonctionnent sur votre infrastructure. C'est ce qu'on appelle
la version Enterprise. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu si on soulève le capot sur OpenShift? Ben, on va avoir une infrastructure physique ou virtuelle, une Red Hat Enterprise Linux, bien souvent, avec tout ce qu'il faut pour faire fonctionner des containers. On rajoutera une couche de management et de surveillance et de monitoring qu'on appelle Cockpit, avec différentes sous-parties, une partie clusterisation, une partie gestion des containers, orchestration des containers, et la couche en vert qu'on aperçoit, c'est la gestion des cycles de vie, la gestion des déploiements, la gestion des catalogues de services avec OpenShift Self-Service. Et tout ceci fonctionnera dans des containers. Et si on soulève encore un petit peu le capot, on va avoir donc une couche de service qui va nous permettre de gérer deux types de nœuds, des nœuds master, donc qui vont se charger de l'authentification, du stockage des données, du scheduling des tâches, de la réplication d'un endroit à un autre des différents pods, les pods qui seront hébergés sur des nœuds, donc physiques ou virtuels, et dans chacun de ces pods, j'aurai un service, donc soit MySQL, soit Mongo, soit Tomcat ou JBoss, ça c'est au choix. Toutes les technos sont à l'heure actuelle portables dans des pods. Après, il faut vérifier si ça fait sens. L'énorme avantage d'avoir une plateforme de passe intégrée, c'est qu'on va avoir un registre, donc un accès à des containers certifiés. Il est très important quand on utilise des containers d'en connaître leur origine, parce qu'on a quelques études, quand vous avez des hubs publics de containers, on s'aperçoit que leur cycle de vie n'est pas régulier, que les mises à jour ne sont pas effectuées régulièrement. Et l'autre point aussi avantageux d'une plateforme d'entreprise, c'est la gestion du stockage persistant. Donc, au-delà de ces pods, on va avoir une couche de routage avec du HAProxy. Et sur la gauche, on va présenter une API qui sera utilisable par les opérations ou par les devs. On intègre, vous allez le voir tout à l'heure, Patrice vous montrera l'intégration avec Git, et de simplement pousser dans un Git un commit et de committer un changement de code va nous permettre de déclencher toute une série d'opérations. Donc voilà, vous allez pouvoir passer à l'échelle depuis la console web ou depuis une interface, simplement déployer le code. Normalement, voilà. Comme prévu, quelqu'un a laissé son micro ouvert. Merci de faire attention, sinon on le chope. Voilà. On a planifié, comme dans tous les déploiements. Attendez, je vais couper le micro. Excusez-moi. C'est ça? Ouais. Les 2 heures pour tourner est fait. Super, donc, Martin. Tac, tac, tac. Hop. Tac. Voilà, j'ai coupé tous les autres micros, je vous les donnerai tout à l'heure. Ok. Et me revoilà. Je reprends la main. Voilà. Donc, comme dans toutes les plateformes entreprises, il est bien évident qu'il est très important de les surveiller. Donc, on va avoir la possibilité de remonter des métriques, de vérifier l'état des applications avec des intervalles réguliers, de récupérer les logs et tout. Donc, on va utiliser des outils comme Okular, Cassandra, Hipster. Vous allez aussi avoir accès à toute la partie log et surtout donner accès aux logs à vos développeurs pour qu'ils puissent savoir un petit peu ce qui se passe. Surtout, on va utiliser Kibana et Elasticsearch pour agréger les logs des différentes applications. Si besoin, vous pouvez accéder au shell
via un shell aux pods et aux différents containers pour vérifier si tout se passe bien ou pour apporter des modifications. Et surtout, depuis Cockpit ou depuis OpenShift ou depuis CloudForm, vous allez pouvoir vérifier la topologie et voir la topologie de vos différentes applications. On en a un petit exemple à l'écran. On voit les replication controllers, on voit les bases de données, on voit les routeurs. Mais tout ça, Patrick reviendra là-dessus. Autre chose qui peut s'avérer intéressant dans un monde complètement hybride, on a un contributeur à l'heure actuelle assez important dans la communauté, c'est-à-dire que Microsoft contribue énormément à la communauté open source, pas uniquement sur du Red Hat, mais dans d'autres domaines. L'un des domaines, c'est typiquement, on peut faire fonctionner OpenShift sur Azure, ou on peut utiliser du .NET Core sur de l'OpenShift. On peut faire des applications .NET sur du Red Hat Enterprise Linux. C'est assez étonnant. Donc, rapidement pour éviter de monopoliser la parole, parce que je suis très bavard et Patrice a des choses très intéressantes à vous dire, je vais vous expliquer simplement comment on a procédé aujourd'hui, comment on a déployé la plateforme OpenShift qui fonctionne en ce moment. Alors, il n'y a pas grand chose qui fonctionne. C'est une plateforme, enfin, on n'a pas chargé la plateforme. Je n'ai pas dit que rien ne fonctionnait, c'est pas très vendeur, mais on a mis juste une toute petite application et on en montrera une autre. Voilà, vous avez un routeur, un container, enfin et un pod qui sont en train de fonctionner. Mais pour déployer cette plateforme, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé GitHub, parce qu'on aime bien utiliser GitHub, c'est un bon produit. La plateforme actuelle tourne sur Azure. J'ai utilisé ce qu'on appelle un template ARM. Alors, template ARM, c'est je décris mon infrastructure. J'ai décrit un certain nombre de paramètres. J'ai passé, par exemple, un nom de domaine, un nombre de nodes OpenShift à déployer, le type de système que je veux déployer, l'enregistrement, les informations d'enregistrement de ces systèmes dans le Red Hat Network. C'est quand même important de pouvoir les maintenir à jour et d'avoir des remontées. J'ai créé un certain nombre de réseaux et sous-réseaux. Tout ça, ça va me permettre en fait de déployer une infrastructure sur Azure. Alors l'infrastructure sur Azure, c'est un nœud master et 4 nœuds classiques. 4 nœuds, on pourrait dire de compute. Et sur ces nœuds, je les ai donc enregistrés dans Red Hat et j'ai surtout joué un script qui s'appelle master.sh et qui va créer un fichier. Ici, on le voit. Alors, je vous invite à aller voir ça sur mon GitHub. Je vous donnerai le lien. J'ai créé un fichier qui va décrire mon infrastructure. Donc, un certain nombre de variables, un certain nombre de paramètres que je veux utiliser. OpenShift install exemple. Je veux utiliser les métriques. Je veux définir un mot de passe pour un utilisateur. En fait, ce fichier-là c'est un inventaire Ansible. Pourquoi? Parce que OpenShift est déployé grâce à Ansible. Donc je dis, le nœud master, je vais avoir une machine qui va s'appeler master, qui va être dans la région infra, dans une zone par défaut, et qui aura un nom d'hôte public. Et ensuite, j'aurai d'autres nœuds. Donc j'inclus dans la liste des nœuds mon master, puis un certain nombre d'autres systèmes. Et ensuite, je lance ma commande Ansible qui va me permettre d'atteindre je vous montre. Ici, j'ai une commande qui va utiliser mon fichier d'inventaire. Et l'énorme avantage d'Ansible, c'est qu'à chaque fois que je vais relancer la commande, j'aurai toujours un état
hein, c'est ce qu'on appelle l'idempotence d'Ansible, un état dont je suis sûr. Hein. Et donc, j'ai les différents paramètres ici. Alors, je ne vais pas le lancer ici parce que Patrice va bientôt prendre la main. Mais en gros, j'ai le couple Ansible plus une plateforme de cloud. Alors, on est supporté sur toutes les plateformes de cloud, sur toutes les plateformes de virtualisation. Et j'aurai rapidement, on va dire en une petite demi-heure, une infrastructure complètement déployée. Si tout se passe bien, si je ne fais pas d'erreur et de typo, comme ça peut parfois arriver. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, Thomas ne voit pas la diapo. Bon, c'était juste un survol et le GitHub que je vais vous envoyer. Maintenant, Patrice va prendre la main, donc je vais arrêter le partage de mon écran. Et voilà. Et Patrice, tu cliques sur partage. Okay. Et donc, tu devrais avoir la main. Normalement, vous devez voir mon écran qui doit apparaître et j'espère que vous m'entendez tous correctement. Il y a William qui est en train de pousser le micro vers moi pour qu'on m'entende bien. Alors, du coup, à moi maintenant. Donc, en fait, vous avez vu un peu comment William déploie un OpenShift via Ansible. On a utilisé les mêmes méthodologies en fait pour déployer du Ansible aussi chez nous, chez Smile. L'idée là, c'est que je vais vous montrer comment on s'en sert nous en tant que développeur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous créer un petit projet sur un GitLab que j'ai créé quelque part. Un GitLab tout simple, hein. Vous allez voir, c'est un script PHP qui fait absolument rien de particulier. Je vais vous montrer comment on arrive en fait à synchroniser ce genre de projet via, par exemple, GitLab ou GitHub, hein, on pourrait utiliser ce qu'on a envie, et en fait travailler avec les webhooks. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque Git a fait quelque chose, il va envoyer un appel HTTP à OpenShift, et OpenShift va se débrouiller pour reconstruire notre image et la remettre en production. Je vous expliquerai après qu'on peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Donc, pour l'instant, on va rester dans la simplicité. Alors, si on regarde en fait juste la plateforme que William a déployée, il nous a montré un test simple en fait, qui est ici, qu'on a déployé, qui marche pas trop mal. Du fait de l'infrastructure en fait qu'on a chez Smile, je suis obligé de passer par une autre plateforme pour vous montrer des exemples. Et en fait, il ne faudra pas s'inquiéter, vous allez voir passer en fait 3 ou 4 interfaces différentes. En fait, il faut faire comme si c'était la même. Une sorte de VPN. Voilà, bon plaisir, évidemment. Alors, je vais vous parler d'une autre techno en même temps, qui s'appelle Source to Image. On va d'ailleurs commencer par ça, pour qu'on soit bien clair en fait sur ce qu'on va utiliser dans OpenShift. Et après, vous verrez que c'est en fait assez naturel de travailler avec ce genre d'outils et que ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Alors, Source to Image, c'est un. Alors d'abord, OpenShift, hein, excusez-moi, je voulais d'abord vous montrer juste en fait un petit dessin que j'ai créé avec plaisir pour vous expliquer comment moi je perçois OpenShift en tant que développeur et en tant qu'intégrateur OpenShift. Si vous prenez Docker en fait, c'est un système de conteneurs qui marche sur des machines, c'est quelque chose d'assez léger. Vous démarrez un conteneur, vous l'éteignez, tout va bien. Kubernetes, c'est une infrastructure d'orchestration de Docker. Donc en fait, on va encapsuler Docker à l'intérieur d'un système de cloud, de clustering, qui s'appelle Kubernetes, qui est vraiment fabuleux, qui marche très bien. Mais en tant que développeur, on a besoin d'avoir un peu plus d'accès, des accès un peu plus sécurisés, simplifiés, une interface un peu plus pratique. Et c'est là que OpenShift va encapsuler Kubernetes. Donc du coup, vous avez ce système un petit peu de poupée gigogne là, qui marche pas mal. Et OpenShift en fait va vous permettre de travailler beaucoup plus facilement avec Docker au travers de Kubernetes. On va parler de Source to Image, qui est un autre projet qui a été développé en fait avec, alors si je ne me trompe pas, par Red Hat, parce que je sais que vous l'hébergez ce projet, Source to Image. Oui. Voilà. Alors Source to Image ou S2I, c'est un projet qui est lui aussi développé en Go. Je pense qu'en fait là on a les 4 mousquetaires, les 3 plus D'Artagnan en fait. Tous sont développés en Go, donc Docker est développé en Go, Kubernetes est développé en Go, OpenShift est développé en Go, Source to Image aussi. Moi qui suis un adorateur de ce langage, je peux vous assurer que ça fait vraiment plaisir. Donc Source to Image, c'est un outil très simple. Vous avez un utilitaire qui s'appelle S2I. Vous allez lui fournir une image de base, qu'on appelle un builder. Vous allez lui donner un endroit où il y a vos sources, et il va vous créer une image. Pour faire clair, c'est une image Docker qui génère des images Docker. Ça paraît dingue comme ça, mais c'est génial. Donc on va voir justement ce fonctionnement dans OpenShift, et il est fortement utilisé.
Et comment ça marche? Ben, en fait, le principe, c'est que quand je vais mettre en fait mes sources sur GitLab, ici, et que je vais pousser un webhook, donc en fait, il y aura un développeur va faire un push sur GitLab, va mettre ça dans master, etc. Un webhook va appeler en fait OpenShift, et en fait, ça va déclencher le builder. Donc, il va utiliser SourceToImage, générer une image qui va rentrer dans ce qu'on appelle un image stream. En fait, c'est le registre Docker, un image stream, mais pour un projet. Il va demander un déploiement de cette image. Donc, le déploiement va chercher l'image dans le registre et en créer des pods. Les pods, c'est des objets unitaires, en fait, techniques, hein, dans lesquels on met un ou n conteneurs. Pour vous mettre à l'esprit ce qu'est un pod, en fait, c'est juste un regroupement de conteneurs qui peuvent communiquer entre eux via localhost. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais passer d'abord par la plateforme en fait que j'ai développée, en fait, que j'ai mis en fait localement. Vous inquiétez pas, c'est pas la même plateforme que William va vous montrer, mais grosso modo, c'est la même chose, c'est un OpenShift. Je crée un nouveau projet, donc je vais l'appeler en fait test PHP parce que j'aime bien test PHP. Donc là, il faut un nom en fait assez générique avec des tirets, avec pas de majuscules, etc. Ça, c'est le vrai titre. Donc test PHP. Et puis là, je vais mettre coucou à vous parce que c'est une description qui est super marrante. Je crée en fait mon nouveau projet et là on me propose des interfaces, enfin on me propose de faire une nouvelle application dans ce projet. Donc là, je vais créer un projet PHP. On va prendre un PHP 5.6, on s'en fiche, voilà. Et là, il me pose une question, il me dit donne-moi le nom de ton application. Je vais l'appeler website. Et on va lui donner en fait ici l'URL d'un dépôt Git où il y a des sources PHP. Alors, il vous propose en fait ici de mettre un exemple si vous n'avez pas d'exemple sous la main. Moi, j'ai déjà créé un petit projet qui est ici, qui s'appelle PHP exemple, avec un nom moins connu PHP info à l'intérieur d'un script PHP index. Donc, franchement, ça va être très très simple à comprendre comment ça fonctionne. Donc, je lui mets simplement l'adresse de mon dépôt Git, et puis je lui dis de créer ça. Donc en gros là, il m'a créé un projet et vous voyez qu'il me propose déjà pas mal de choses là. Il me dit tu peux faire plein de trucs intéressants, donc notamment utiliser l'outil client depuis ma machine qui s'appelle OC. Alors je crois que c'est OpenShift Client, mais je suis pas sûr. OpenShift Client. Ouais. Voilà. Donc on peut contrôler l'OpenShift à distance et aussi il nous donne le webhook pour faire un trigger de build en fait directement depuis GitLab. Donc je vais prendre cette URL là, je la mettrai dans le GitLab après. On va faire ça après, je vais vous montrer qu'on peut aller, on peut retrouver cette adresse plus facilement. Donc je retourne maintenant dans mon projet test.php et qu'est-ce que je regarde? Là je vois en fait qu'il y a, ça y est, c'est déjà parti. En fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré mon image, mes sources, il en a créé une image, il l'a mis dans le registre. Je vais le trouver. Je me rappelle jamais où il se trouve le image stream, c'est dans Build Image. Il m'a créé mon image website qui est dans un dépôt, un registre en fait local, et il m'a créé en fait une application ici qui est en train de tourner. J'ai un pod qui tourne et il m'a même créé en fait une URL ici. Donc là c'est du xip.io. C'est juste, en fait, ça va répondre avec l'adresse IP qui est devant le xip.io. Donc, si j'ouvre dans un nouvel onglet, vous allez voir que théoriquement, ça marche. J'ai un script PHP qui est en train de tourner et c'est bien une image qui est en train de fonctionner et qui me donne des informations de mon PHP. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette image-là, je peux la récupérer et la faire tourner sur ma machine aussi en tant que développeur. Donc, déjà, d'une part, vous allez pouvoir, en fait, être ISO avec ce qui est en train de tourner sur la machine d'intégration. Mais d'autant plus, ça me permet de ne pas installer moi-même en fait PHP. Donc on va se retrouver dans la logique de Docker où je n'ai pas besoin d'installer PHP sur ma machine. J'ai juste à utiliser finalement un conteneur qui va exécuter mes sources et ça ira très bien quoi. Donc voilà. Encore une fois, William vous montrait tout à l'heure, on peut scaler l'application. Donc là, je demande à avoir 3 pods. J'ai cliqué donc 3 fois sur la petite flèche du haut. Il va me répliquer en fait mes pods. J'ai maintenant 3 conteneurs qui tournent. Si j'avais 3 machines en fait qui faisaient tourner mon OpenShift, ça serait scalé sur mes 3 machines. Ça serait quand même toujours la même adresse. Il y a un load balancer, c'est HAProxy, ça marche tout seul, c'est automatisé, il ne faut pas trop se poser de questions avec OpenShift, ça marche tout seul. Ok, maintenant, voyons voir comment marche en fait justement cette histoire de webhook. Alors, si vous regardez bien, je vais juste enlever ce qui n'est pas intéressant. Si vous regardez un petit peu mon écran, là vous voyez qu'il y a
en fait pas mal d'informations qui sont un petit peu éparses. On voit qu'on a ici en fait des conteneurs, le conteneur website dans les pods que j'ai déployé. On voit qu'il y a marqué deployment config website. Donc déjà on voit qu'on a une configuration de déploiement qui existe. On voit qu'ici on a un routage, un service qui peut être routable et au-dessus on a le routeur. Et juste ici on voit qu'il y a un build. Si on regarde d'ailleurs les logs de mon build, on voit qu'il a bel et bien en fait récupéré les sources depuis mon GitLab, il a créé une image et il l'a poussée sur le registre. Donc, clairement, le build, c'est ici. C'est ce qui s'est passé ici. Le GitLab a été récupéré dans un builder, il a créé une image et il l'a mis ici. Je continue dans mon idée. Le build, ici, il est rattaché à un déploiement. Si je regarde dans les déploiements de mon website, on voit en fait qu'il est rattaché à un build qui s'appelle website. Donc clairement, quand un build est terminé, il arrive à déployer quelque chose. C'est ça qui est génial en fait. C'est que du moment où vous avez buildé une image, il sait la redéployer. C'est ce qui va nous intéresser. Et c'est là qu'on va voir en fait justement ce qui se passe au niveau de notre build. Donc, je vais retourner dans build, la liste des builds et je regarde ce qui est ici. Et si vous regardez dans la configuration, on voit que j'ai mes webhooks qui sont ici. Et donc, en fait, je vais pouvoir demander un nouveau build. Donc, si ça a fonctionné au niveau de la construction, un nouveau déploiement derrière, via un webhook. Je vais prendre le webhook générique. Alors, le webhook générique, malheureusement, là, je suis sur une machine locale, donc je ne peux pas le montrer directement depuis ma machine. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais le remontrer plutôt sur la plateforme de William. Par contre, je ne pourrais pas vous montrer le résultat. C'est un peu, on fait du micmac, un peu du spaghetti, mais ça va fonctionner. Donc en gros, je vais prendre dans le build de William, je vais aller voir, on a bien pris mes sources, hein, PHP. Je sais plus. J'ai vérifié. Je vais vérifier tout de suite. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien mon PHP exemple. Ouais. Donc je prends l'URL en fait du webhook qui est ici. Je prends tout ça. Je fais copie to clipboard. Je vais là-dedans. Je vais configurer maintenant mes webhooks pour mon projet. Donc je vais éditer le projet. Éditer le projet, c'est où déjà? Je me rappelle jamais. Ah oui, c'est qu'on est sur GitLab. Ouais, voilà. Edit Project. Il y a normalement des webhooks qui sont ici. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire au moment d'un push. Au moment d'un push, tac, j'ai collé le webhook ici. Donc on voit WebSmile, etc. C'est l'adresse en fait du OpenShift qui est déployé sur la plateforme Azure. Donc je rajoute ce webhook. J'ai peut-être enlevé le SSL du coup. Oui. Parce que du coup c'est pas. Attends, je vais l'enlever celui-là. Ok, je rajoute, je vais recommencer. Excusez-moi, je prends juste une petite seconde. C'est du HTTPS, mais je ne prends pas la vérification SSL. Voilà. Donc en gros, là ce que ça dit, c'est qu'en gros j'ai un webhook ici. Et ce webhook, c'est lorsqu'un push sera fait, il va appeler query. Bon, allons-y. Je vais aller sur ma machine. Je ne sais pas si vous y voyez bien en fait là au niveau de mon écran, mais project webinar. Ouais, j'ai grandi un petit peu. OpenShift, LL, PHP. Donc là, si je vais dans CD, il est où mon projet? Il était là. CD, PHP exemple. Donc là, j'ai un fichier index.html qui est ici. Je vais enlever le fichier index.html et je vais mettre echo. Echo. Beaucoup. Donc vous ne le verrez pas malheureusement l'exemple tourné, c'est juste pour vous montrer que ça marche en fait. Hein. Donc ici, j'ai modifié mes sources. Git commit index.php. Ça c'est pour tester la plateforme. Voilà. Donc j'ai fait un petit commit. Je vais pousser. Alors je vais juste me placer en fait ici pour vous montrer que ça marche. On va se mettre ici. Donc là, je vais pousser mes sources sur GitLab. Et si on a de la chance, ça va relancer un build. Donc je suis sur le 2 ici, non, 3. Donc git, push, origin, master, tac. Ah oui, parce que, évidemment, tac. Et normalement, ça va pousser sur ça. Déclencher le webhook. J'espère que ça va le déclencher. Et reconstruire un nouveau.
Alors, je sais pas si tu as bien poussé le webhook là. Parfois, ça prend du temps en plus avec les histoires de réseaux, les 14 réseaux différents qu'on utilise aujourd'hui. Il fallait que mon colis est bien là, je ne me suis pas trompé dans ma commande. Ouais, pour tester la plateforme, c'est bon. Le build n'est pas passé, il n'est pas parti. Bah oui, parce que c'est pas la bonne plateforme. C'est bête. Non, mais c'est moi. Ouais. C'est moi. Donc on voit que le build est bien parti en fait, c'est le webhook qui est en train de le faire. Je peux aller voir ce qui se passe au niveau du build, je vais voir les logs. Donc là en fait il a récupéré ma nouvelle version, on voit qu'il est en train de faire toute une série de tests et d'intégration d'images. Et quand il aura terminé, c'est dans l'overview, on va voir en fait un nouveau déploiement se mettre en place. Alors ça met un peu de temps, hein, on n'a pas extrêmement bien dimensionné les machines sur Azure, mais on voit que voilà, l'image est partie, le déploiement est en train de se mettre en place, donc c'est le déploiement numéro 2. Le numéro 1 là en fait est toujours en cours. Quand le numéro 2 aura démarré, le numéro 1 va s'éteindre. Et donc du coup, sans coupure de production, j'arrive en fait à passer d'une version à l'autre dans mon application PHP. Voilà. On va juste attendre un petit peu. Je sais que ça met un peu de temps. Voilà, là, le pod est parti. Il démarre. Il est en train de tester s'il répond, donc il faut un petit temps. Hein, encore une fois, les machines ne sont pas dimensionnées. On a été un peu léger quand même. Voilà, là il tourne, et donc l'autre s'éteint. Et voici un déploiement numéro 2. J'ai ma nouvelle version, et on voit en plus que le commit, qui est marqué ici, c'est bien marqué pour tester la plateforme, c'est bien le deuxième commit que je vous ai donné. Donc en fait, ça fonctionne plutôt bien. On arrive en fait à automatiser un déploiement en fonction de ce qu'on a mis sur Git. Alors en réalité, on ne fait pas ça forcément de cette manière-là. Là, je vous montre en fait la méthode la plus simple, c'est-à-dire que j'ai mis un webhook dans GitLab et ça a poussé un nouveau déploiement sur OpenShift. En réalité, ce qu'on fait plutôt, nous, c'est on met ce qu'on appelle un GitLab CI runner. Donc c'est en fait une sorte de plateforme d'intégration continue, hein, quelque chose qui lance des tests unitaires. Les tests unitaires sont lancés, et si les tests unitaires marchent, par exemple, quand on a demandé un nouveau merge request dans la branche master, c'est le GitLab CI runner qui appelle le webhook. C'est-à-dire qu'en gros, il ne le fait que si les tests unitaires ont fonctionné sur notre plateforme d'intégration. C'est tout. Si par contre, vous êtes un petit peu comme moi, un petit peu à la folie, et que vous aimez bien faire un projet un petit peu... on va vite, on fait des continuous delivery parce qu'on sait que le client en face, il n'est pas trop énervant, il sait qu'il est prêt en fait à avoir parfois quelques petits bugs, etc. Parce qu'il a envie de tester rapidement les déploiements et qu'on a envie de voir vraiment, on continue ce qui est en train de se faire. Vous pouvez avoir un nouveau service, un service sur le côté en fait ici, qui est une plateforme d'intégration vraiment continue où il peut y avoir un crash, et puis un autre service avec les mêmes sources qui est part sur une branche master et qui est la branche réellement d'intégration pré-recette pour pré-prod. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on est vraiment, chez Sven, on est assez fan en fait d'OpenShift. On a pas mal testé ça. On a même énormément utilisé OpenShift sur de l'intégration en Go, PHP, Ionic. C'est-à-dire de la compilation de l'APK carrément dans OpenShift qui délivrait l'APK dans un espace en fait de téléchargement pour un client. Je peux pas vous le montrer malheureusement parce que c'est un projet qui est encore un petit peu secret. Voilà, on a réussi à l'éprouver, ça fonctionne vraiment super bien. J'ai juste en fait envie de vous montrer un petit truc qui m'amuse bien. C'est ces petits graphiques là qui sont super sympas que j'adore. On peut l'avoir dans Cockpit aussi. Quand vous montez en fait le nombre de pods, là j'en ai mis 5, vous regardez le graphe et vous voyez en fait en temps réel les pods en fait redémarrer sur les machines qui y sont à côté. Ça a fait son petit effet quand j'ai monté ça en conférence. C'est vraiment cool. Donc on voit là, ils sont en train de passer en fait de transparent à opaque à chaque fois qu'un conteneur est en train de démarrer. Moi je trouve ça génial. Voilà. Alors, Cockpit. Alors, je vais comme vous montrer Cockpit. Cockpit, c'est un autre projet. Encore un autre projet qui existe justement chez Red Hat. C'est autour d'OpenShift, oui, c'est un projet. Je l'ai ouvert quelque part ou pas non, ça c'est le Charlatec en fait qui est chez nous. Alors, c'est pour vous montrer, voilà. Chez nous, on a en fait un Charlatec avec un Mongo, un Redis, etc. qui tourne sur notre OpenShift local de chez nous. Donc, on l'utilise bien, notre plateforme. Je vais vous montrer un cockpit. Le cockpit, donc il est en local pour l'instant ici.
Donc là, c'est une plateforme en fait qui est un peu ancienne, hein. On n'était pas encore au courant qu'on pouvait utiliser des vraies bonnes Red Hat de derrière Fago, donc n'ayez pas peur. Je vous montre le cluster, voilà. Dans Cockpit, en fait, vous pouvez voir carrément comment fonctionne votre Kubernetes et votre OpenShift. Là, c'est OpenShift qui est en fait vérifié. J'ai la liste des conteneurs qui est ici, qui est en train de tourner, etc. Les nœuds qui sont en train de tourner, leur état, donc niveau CPU, je vois que c'est pas mal. Niveau mémoire, je vois que j'en ai un qui est un petit peu en orange. Niveau disque, ça se passe plutôt bien. J'ai 3 machines dans mon cluster. Et si on a la topologie, alors c'est bourrin. Je vais quand même vous montrer plutôt un truc plus sympathique. Je vais aller sur la tech et on voit en fait tous les réplications les replication controllers qui sont en train de tourner. Mes 3 machines, je vois que j'ai un nœud qui n'est pas utilisé pour faire la tech, par exemple, ici. Etc. Je ne vais pas vous faire un débat complet là-dessus, parce que c'est assez complexe. Volume, j'ai tous mes volumes Gluster qui tournent. On utilise beaucoup de Gluster FS aussi chez Smile. Les images qui sont mises en place pour Charlatech, les projets qui existent. Vraiment, on peut aller très 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 loin. Et vous avez aussi au niveau, en fait, donc si je vais dans... c'est dans quoi que je l'ai vu? C'est peut-être dans... c'est là-dedans que je l'ai vu. Si on va sur une des machines, on peut voir du coup donc l'état de notre machine, dans quel état elle est. Je vais vous montrer d'ailleurs deux exemples. Un des hosts chez qui ça se passe plutôt bien. Si on regarde en fait le storage, je vois que mes disques sont en bon état. Et j'ai une machine en fait qui malheureusement le matériel est un petit peu pété et je vois que j'ai bien une erreur en fait ici. Je vois un smart, hard drive failure ici. J'ai un de mes disques RAID qui est pété et en fait j'ai reçu une alerte via cette interface-là. Enfin, je vais paramétrer un petit peu Cockpit pour que ça me donne des alertes. Très intéressant. Donc en fait, si vous assimilez à peu près tout, c'est-à-dire Ansible, OpenShift, Cockpit, Source to Image, etc. Bon, on est bien copains avec Red Hat, là, du coup. On a répondu à tous les besoins. Voilà, tous les besoins sont remplis et vraiment, en fait, que ce soit en interne ou chez un client, je peux vous assurer que vous faites un sacré effet bœuf avec ça. Parce que l'interface est belle, parce que ça réagit bien, parce que c'est très très facile à intégrer, parce que ça couvre beaucoup de cas d'usage. Donc voilà pourquoi nous, en fait, on idéalise un petit peu maintenant Kubernetes et surtout OpenShift, parce que vraiment, c'est la surinterface qui permet vraiment de s'éclater, quoi. C'est une techno qui fait plaisir quand on l'utilise. Voilà. Je vais peut-être prendre la main à William, ou sinon on se met l'un à côté de l'autre et puis on répond aux questions. Je vais quand même essayer de récupérer Blue pour avoir les questions au niveau du chat. Donc vous pouvez poser vos questions. Voilà, ce que je propose pour éviter la cacophonie, comme vous êtes plus de 50 personnes connectées en même temps, donc si tout le monde se met à parler en parallèle, ça va pas être audible, de poser vos questions via le chat. Je pense que c'est la méthode la plus simple, et Patrice et moi, nous sommes contents d'y répondre si vous avez des questions. Voilà. Juste pour information, on a enregistré ce web séminaire et on va vous faire parvenir le plus rapidement possible un lien pour pouvoir tout réécouter. Ça vous permettra d'écouter ça le soir avant de vous endormir et de voir comment intégrer tout ça. Alors, je peux répondre à au moins la première question. Vas-y, je réponds à la première. Alors, il y a une question en fait de Maël qui est assez intéressante. Comment gérez-vous l'accès à une ressource externe type base de données legacy? Alors, on est bien d'accord qu'un pass type OpenShift, c'est d'abord avant tout un pass web. Donc, je ne vous cache pas en fait que le routage en fait est fait sur HTTP. Cela dit, on est quand même sur du Kubernetes. Donc en allant toucher par exemple dans votre interface, je peux montrer si vous voyez encore mon interface. Si je prends l'exemple en fait ici de mon interface pour mon site web, je peux aller toucher en fait mon routage ici et je vois que là dans mon port en fait, j'ai pas de port ouvert autre que le 80 sur mon routage ici. Je vais vous montrer ça autrement plutôt. Je vais vous montrer ça sur la techno qu'on a ici. Alors, je vais vous montrer le Mongo, par exemple. Le Mongo, c'est par exemple, c'est le 27017 qu'il faut ouvrir. Vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, le Mongo, il est accessible via... donc, mon Charlatech arrive à taper sur le Mongo en interne. Mais là, maintenant, j'ai envie de décider de l'ouvrir en externe. En fait, la solution, c'est de modifier directement l'YAML ici et de changer le type. Au lieu de mettre cluster IP, je vais mettre node port ici. Je fais save et j'ai un port ici qui vient de s'ouvrir. Et maintenant, je peux accéder à mon Mongo grâce à ce port-là.
Donc, c'est pas la méthode la plus intelligente, hein, c'est une méthode qui marche. Ensuite, rien ne vous empêche de faire le routage à l'intérieur de vos clusters, de votre cluster sur les machines, via du HAProxy, via du tunneling, sachant en fait qu'à l'intérieur, il y a Kubernetes et OpenShift en fait qui ouvrent un réseau interne que vous pouvez router vous-même, donc c'est tout à fait possible. On va passer à la deuxième question rapidement, si tu vois. Faut revenir sur le Kubernetes OpenShift par rapport à Kubernetes seul. Pareil, alors là je discutais tout à l'heure. Non, c'est très simple en fait. Kubernetes, en fait, c'est un petit peu comme poser la question quelle est la plus-value entre Bash et GNOME sur un Linux. Bash, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est super puissant, on peut tout faire avec, on peut taper plein de commandes. GNOME, c'est l'interfaçage. C'est grosso modo, vous avez la coquille au-dessus du noyau, quoi. On peut revenir en fait là-dessus, hein. C'est-à-dire que quand on regarde mon graphe, Kubernetes, en fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit, ce graphe ressemble un peu à ce qu'on voit quand on voit le kernel Linux avec le Bash autour, qui fait en fait la coquille du noyau. Grosso modo, Kubernetes, il ne cache pas en fait les droits, il n'y a pas de système de droit, d'accès, il n'y a pas de système de groupage de droits. Vous avez une interface qui est quand même plus légère, en fait, vous avez juste accès au namespace, voilà, c'est roots, quoi. OpenShift, lui, il vous ajoute tout le principe de security context, le principe de routage, voilà. Et puis, ce que je disais aussi, le fait d'automatiser les déploiements, etc., ça se fait grâce à OpenShift. Kubernetes n'offre pas nativement un build automatique d'image et un déploiement automatique d'image. Il faut vraiment que quelqu'un paramètre quelque chose, un autre outil pour que ça puisse marcher. William veut prendre la main. Voilà, c'est simplement pour ajouter, alors, en fait, OpenShift va embarquer le projet Kubernetes, sachant que Red Hat contribue énormément au code aussi avec Google, au code de cet orchestrateur, et donc on n'enlève rien à Kubernetes, et il ne faut pas oublier à qui s'adresse OpenShift. OpenShift, c'est pour mettre rapidement un container as a service à disposition d'équipes qui ne savent pas forcément manager un cluster Kubernetes. Hein. C'est dans ce sens-là qu'on propose OpenShift et qui va englober Kubernetes. Ensuite, si je regarde la troisième question de Pierre, est-ce que l'interface reste utilisable chez les grands comptes? Bien évidemment, parce que notre plus grosse référence à l'heure actuelle, la plus grosse française, c'est Amadeus, plus de 30 000 cœurs virtualisés. À chaque fois que vous allez faire une recherche sur des horaires d'avion, derrière, il y a des petits containers qui vont être lancés sur la plateforme OpenShift. Je crois que c'est 30 000 cœurs ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez monstrueux comme infrastructure. Et il y a évidemment de nombreuses applications. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va interfacer OpenShift avec des systèmes d'annuaires. Et personne ne va voir toutes les applications au même moment. On va avoir une ségrégation des droits qui sera faite. Donc, on pourra bien évidemment passer à l'échelle. Et nous, chez Red Hat, on utilise bien évidemment OpenShift sur la version online et on a plusieurs millions d'applications qui fonctionnent ça passe tout à fait. On n'a pas parlé de aucun problème. Je vais répondre aux deux questions d'après parce qu'elles sont super intéressantes et j'ai eu le cas. Ouais. D'accord. Je suis là. C'est fini. Oui, non, j'avais fini. Je pense que j'ai répondu par rapport à Kubernetes, par rapport à l'utilisation chez les grands comptes. Je vais répondre à la question de Robert et celle de Denis aussi. Alors, est-ce que OpenShift apporte des fonctionnalités pour faciliter la gestion des users? Justement, c'est un petit peu ce que j'expliquais. Kubernetes n'en a pas, OpenShift en a. Est-ce que ça apporte des fonctionnalités pour faciliter la gestion? Oui. Alors, c'est un système de service account. Moi, par exemple, si vous prenez le OpenShift que j'ai mis en place en fait chez Smile, il est connecté au LDAP de Smile. Donc, j'arrive en fait à assigner des droits à des projets en fonction de l'utilisateur qui est chez Smile. Après, je vous avoue que moi, personnellement, je suis pas allé en profondeur sur la gestion des droits. C'est pas quelque chose d'évident. Par contre, voilà, ce qui a marqué entre parenthèses, c'est ça qui m'intéresse le plus. Compte qui servent à faire tourner des process, des conteneurs et qui ne doivent pas tourner en route. OpenShift interdit de base les conteneurs dont l'utilisateur fait tourner un process et route. Au moins, c'est clair. Ce que Kubernetes ne fait pas. Kubernetes, vous pouvez lancer un conteneur
dont l'utilisateur principal est root, il n'y a pas de souci. Par contre, je peux autoriser, moi, des personnes dans le service account ou tout le monde à démarrer des conteneurs dont l'utilisateur principal est root sur OpenShift. C'est pas recommandé, mais on peut le faire. Alors, j'ai un cas, moi, justement, on a donc le client pour qui que je ne peux pas citer malheureusement, et c'est vraiment triste parce que c'est vraiment une super belle interface, une belle application qu'on a fait qui est sur OpenShift. On avait besoin de démarrer justement une base vraiment particulière, mais SQL, en fait, une version assez particulière, et il fallait que ce soit root qui la démarre. Je ne pouvais pas la démarrer avec le MySQL qui était intégré dans OpenShift de base. Bon, ben c'est pas grave, en fait, je me suis mis, moi, admin, j'ai rajouté dans le service account un droit pour mon utilisateur pour démarrer, en fait, un conteneur qui doit utiliser root. Après les autres, c'est pas le cas. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à la question. William, en fait, je sais pas si tu... Ouais, alors, moi, enfin, c'est amusant parce que j'interprétais la question un petit peu différemment. Effectivement, on va pouvoir l'intégrer avec un annuaire dans l'entreprise. Mais les histoires de containers qui tournent en route, alors il y a une séparation qui est faite, et quand on regarde le côté sécurité de la plateforme OpenShift, alors il y a un petit truc, une petite surcouche, enfin c'est pas une surcouche réellement, mais une petite sécurisation qui est faite en plus, c'est qu'on va utiliser SVirt au niveau du kernel avec du SE Linux. Enfin SE Linux, donc SVirt c'est une policy SE Linux particulière, et donc ça va vous permettre confinement des différents processus et des différents containers ultra fins. Donc, on n'aura pas de risque à ce niveau-là. Donc, SVirt va régler ce problème des containers qui tournent en route. Et après, bon, il y a les accès privilégiés au port inférieur à 1024. Donc là, on va utiliser des containers privilégiés et avec une policy très stricte qui empêchera tout débordement. Du coup, tu as répondu à ça. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples d'applis 3 tiers, notamment sur la base de données en production sous OpenShift? Alors, c'est un petit peu un problème récurrent de citer des clients. Ce que je vous invite à faire, on a un gros client qui utilise OpenShift en production sur des applications qui utilisent des bases de données, bien évidemment. Il faudrait que je vérifie s'ils utilisent du cluster dessous. Alors, nous, on a chez Spell, on a un client. Vous en avez un, vous pouvez le citer? C'est Enedis. D'accord. Bah oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Ils ont intégré avec cluster. J'en ai un autre, c'est l'UDL aussi. Alors l'UDL, par contre, malheureusement, enfin, il n'y a pas d'OpenShift, c'est un Kubernetes, mais c'est le même principe derrière qui fonctionne avec une appli en production sur le cluster FS. Voilà. Mais le principe reste le même, c'est juste l'interface qui n'était. Ils avaient pas. Ils avaient des problématiques en fait qui disaient qu'on ne pouvait pas les amener sur OpenShift malheureusement. Ouais. Après je pense que ce que je vous invite, Denis, à faire, c'est prendre contact avec Smile ou avec nous pour qu'on se rencontre, pour vous citer plus d'exemples. Voilà. Si ça vous dit. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, je vous mets mon adresse email. Alors, je pense que vous avez déjà d'autres contacts. Ouais. Je vais répondre à mail. Je pense que William pourra apporter des billets aussi derrière là-dessus, peut-être. Hein. Est-ce qu'il est envisageable de gérer les OpenShift une application qui s'appuierait sur MongoDB avec plusieurs shards? Alors, on est en train de tester ça chez Smile. C'est en cours. C'est vraiment une expérimentation qui est en cours parce qu'on n'a pas de doute que ça peut marcher, mais on ne sait pas exactement comment la mettre en place. Parce que Mongo, le sharding de Mongo, c'est pas évident, quoi. La problématique, ça va pas être OpenShift, ça va être Mongo. Alors, je sais pas si vous avez déjà des retours sur justement le sharding Mongo dans OpenShift. J'ai pas de retour là-dessus, mais quand on veut mettre des pods sur plusieurs nœuds physiques, on va utiliser la couche SDN d'OpenShift, un Software Defined Network d'OpenShift. Ça, c'est un truc à creuser avec nos spécialistes, hein, parce que moi, je suis plus spécialiste en Ansible qu'OpenShift, pour tout vous avouer. Mais c'est quelque chose, je vous invite à revenir vers nous, de façon à ce qu'on se rencontre et qu'on vous fasse rencontrer les bonnes personnes.
Parce que là, on commence à rentrer dans des problématiques un peu plus grandes, enfin très intéressantes, mais j'ai pas les réponses tout de suite à creuser. De la même manière, en fait, je mets mon mail à l'intérieur. En fait, Ouais. si vous avez besoin de contacter aussi, de me contacter pour des questionnements sur l'intégration, sur ce qu'on a fait, etc., n'hésitez pas à me contacter. Je vous redirigerai certainement sur la BU, en fait, qui est un peu plus à même de répondre à ça, parce que moi, je suis plutôt côté R&D et donc beaucoup moins proche, en fait, de l'intégration chez les clients. Donc, il se peut que je transfère votre mail. Mais Voilà. n'hésitez pas. Dans tous les cas, si on travaille ensemble avec Smile, voilà, on est capable de faire des rencontres communes. Voilà, si Smile n'a pas la réponse, typiquement, si vous avez besoin si vous avez des questions ultra précises qui font appel à des développeurs Kubernetes ou autres, n'hésitez pas. On sait faire des choses comme ça, des meetings communs avec nos partenaires. Et c'est la valeur ajoutée, on va dire, qu'il y a de travailler avec des partenaires qui ont certaines spécialités. Et nous, après, en tant qu'éditeur, on appuie nos partenaires. Il y a un travail qui va dans les deux sens. Voilà, c'est quand le partenaire a besoin d'appui, on est capable de le fournir. Et quand nous, on a besoin d'un partenaire avec des compétences particulières, on conseille ce partenaire. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. En fait, ça nous a fait vraiment plaisir avec William de vous présenter un peu les deux outils qu'on adore chacun de notre côté, tous les deux. Ansible, OpenShift, c'est deux technologies qui sont vraiment complémentaires. Nous, chez Smile, on a vraiment ressenti un gain de performance et un gain de productivité avec ces deux outils-là. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous pencher sur la question. N'hésitez pas à nous contacter. La vidéo, elle sera donc accessible, c'est William qui va... Je vais bientôt appuyer sur... Exactement. Et j'espère vraiment qu'on vous a donné envie de revenir vers nous pour qu'on en discute. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin de tester le produit, vous allez avoir plein de contacts commerciaux. On fera un petit mail récapitulatif avec Leslie du marketing. Voilà. Merci encore à tous. Merci. Pour arrêter, j'appuie sur quel bouton? Je vais arrêter. Je vais tout couper. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Cool.